Mon père m'a obligé à annuler mon mariage à cause de mon frère, alors je les ai désinvités. Je m'appelle James, j'ai 30 ans, et mon propre père a exigé que j'annule mon mariage à cause de mon frère. Alors, je les ai désinvités tous les deux. Avant de vous raconter la confrontation explosive qui détruirait définitivement ma famille ou, par quelque miracle, la sauverait, rendez-moi un service, dites-moi d'où vous regardez ceci. C'est bon de savoir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté et croyez-moi, à la fin de tout cela, vous comprendrez pourquoi. Tout a commencé par un appel téléphonique un mardi. Je me souviens exactement des détails parce qu'ils sont gravés dans ma mémoire comme une marque au fer rouge. C'était un après-midi sombre de novembre, de ceux où le ciel est d'un gris déprimant et uniforme, et la pluie n'arrive pas à être dramatique, elle ne fait que tout recouvrir d'une brume humide et misérable. Ma fiancée, l'amour de ma vie, Emma, et moi étions assis par terre dans le salon, entourés de petits postes ATS colorés. Nous essayions de finaliser le plan de table de notre mariage en décembre, riant à propos de quel cousin causerait le plus de confusion s'ils étaient assis ensemble. C'était un moment parfait, normal, de chaos pré-mariage. Jusqu'à ce que mon téléphone vibre sur la table basse. L'écran s'illumina avec un mot chargé de sens, papa. J'ai souri sincèrement, pensant que c'était juste un appel pour savoir si son costume était prêt. Salut papa, tout va bien, j'ai répondu, souriant encore. Le silence de l'autre côté fut le premier signal d'alarme. Un silence froid, pesant. Puis sa voix arriva, plate, sans aucune trace de chaleur. James, nous devons parler de ce mariage. Le rire mourut dans ma gorge, et un nœud d'anxiété, vieille connaissance, serra mon estomac. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin que tu l'annules. Il n'a pas demandé, n'a pas suggéré. Il l'a dit comme si c'était un ordre quelconque, comme sortir les poubelles ou tondre la pelouse. Un commandement. J'ai cligné des yeux, incrédule, regardant par la fenêtre tachée de pluie comme si le monde extérieur pouvait m'expliquer la folie que j'entendais. Annulé? Papa, le mariage est dans 4 semaines. Tous les acomptes sont non remboursables. Nous avons déjà payé le lieu, le traiteur, le photographe. Je me fiche de l'argent, il a rétorqué, la voix de plus en plus dure, plus froide. Ton frère, Michael, souffre encore. Cela ne fait que 7 mois que Marcus l'a laissé devant l'autel. C'est profondément irrespectueux que tu continues à étaler ton bonheur, cette grande fête, devant son visage. Tu dois avoir un peu de décence. Reporte le mariage. J'ai senti un poids familier m'enfoncer à l'intérieur, une couverture étouffante de ressentiment. C'était le sentiment d'être toujours le second plan, le faire valoir dans le drame sans fin qu'était la vie de mon frère aîné. J'ai regardé Emma. Son visage, qui rayonnait de rire auparavant, était maintenant un portrait de confusion et d'inquiétude. Reporté jusqu'à quand? J'ai demandé, ma voix dangereusement basse. Peut-être jusqu'à l'été, quand Michael ira mieux. Tu dois respecter ses sentiments, James. Respecter ses sentiments. Cette phrase résonna dans les couloirs de ma mémoire, un refrain de l'enfance. Respecter les sentiments de Michael quand il cassait mes jouets. Céder aux besoins de Michael quand il voulait la plus grande chambre. Éteindre ma propre lumière pour que la sienne brille plus fort. Et pourquoi? Pour qu'il trébuche dans la vie, une confusion ambulante pleine de mauvaises décisions, avec notre père toujours là pour nettoyer le désordre et moi, pour absorber les éclats émotionnels. Cette fois, non. Pas à mon mariage. Pas avec Emma. J'ai respiré profondément, me centrant. Il attendait une dispute. Il s'attendait à ce que je crie, que je supplie, que je cède. Mais je ne lui ai rien donné de tout cela. J'ai donné la seule chose qu'il ne pouvait pas combattre, une conformité silencieuse. Tu sais quoi, papa? Tu as raison. Je comprends. Le silence surpris de l'autre côté fut ma première petite victoire. Tant mieux, dit-il enfin, la voix pleine de satisfaction. Je savais que tu comprendrais. Je comprends en effet, j'ai répondu, ma voix calme et ferme comme un lac gelé. Merci d'avoir rendu tout si clair. J'ai raccroché le téléphone avant qu'il ne dise quoi que ce soit d'autre. Emma me regardait fixement. Les yeux écarquillés d'incrédulité. James? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas vraiment. J'ai levé la main, sentant mon cœur battre fort dans ma poitrine, pas de colère, mais de libération. J'ai pris mon ordinateur portable sur la table, ouvert un nouvel email, et commencé à taper avec des doigts fermes, adressant à « Papa, Michael, copie à tante Patricia. » Objet, à propos du mariage. Papa. Suite à notre conversation, je comprends parfaitement votre position. Vous avez raison. Il serait inapproprié que vous et Michael soyez présents à une célébration que vous considérez comme irrespectueuse. Considérez ceci comme votre désinvitation formelle. Nous procéderons avec le mariage comme prévu, le 12 décembre. Cordialement. James. Mon doigt plana au-dessus du bouton d'envoi pendant une seconde à couper le souffle.
Puis, j'ai cliqué. Et puis mon téléphone a commencé à sonner. Et sonner. Et sonner. Il s'illuminait avec « Papa », puis « Michael », puis « Papa » encore. Comme une guêpe frénétique et furieuse prise sous un verre. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé l'appareil vibrer tout seul, se consumant dans une frénésie sur la table basse. J'ai regardé Emma, dont la bouche était pratiquement par terre, et pour la première fois depuis très, très longtemps, j'ai ressenti une sensation étrange et profonde de paix. La tempête était enfin arrivée. Et j'étais prêt pour elle. Pour vraiment comprendre pourquoi j'ai réussi à appuyer sur « Envoyer » dans cet email sans un tremblement de doute, vous devez comprendre que ce n'était pas à propos d'un appel téléphonique. Ni même à propos du mariage. C'était à propos de 30 ans d'appels, de moments, de 1000 petites coupures presque imperceptibles qui, petit à petit, m'avaient complètement vidé. C'était à propos de l'architecture de ma famille, une structure construite sur une fondation défaillante depuis le premier jour. Mon père, Robert, a toujours vu mon frère aîné, Michael, comme le soleil. Il était brillant, bruyant, le centre de l'univers. J'étais, au mieux, la lune, là seulement pour refléter sa lumière, une présence silencieuse et constante dans son orbite. C'était une vérité aussi fondamentale que la gravité dans notre maison. Je me souviens de mon 16e anniversaire comme si c'était un film que j'avais regardé 100 fois. Nous étions dans l'allée de notre modeste maison de banlieue dans l'Ohio. Pour le 16e anniversaire de Michael, 2 ans plus tôt, une Toyota Camry 1988 un peu usée, mais fonctionnelle, était apparue dans l'allée, emballée avec un nœud rouge ridiculement grand. Mon père lui avait donné une tape dans le dos, avec une fierté si forte qu'elle aveuglait presque. Un homme a besoin de sa propre voiture, déclara-t-il à qui voulait l'entendre. Pendant des semaines, le seul sujet était la voiture de Michael, la liberté de Michael, l'entrée de Michael dans l'âge adulte. 2 ans plus tard, ce fut mon tour. Je me tenais au même endroit, sur le béton fissuré, le cœur qui s'accélérait, portant cet espoir stupide d'adolescent. Je ne m'attendais pas à une voiture, pas une neuve en tout cas, mais une partie de moi rêvait d'un geste similaire. Un signe que mon passage à l'âge adulte méritait aussi d'être reconnu. Mon père sortit de la maison, marcha vers moi et serra ma main fermement. La poignée était forte, son expression, sérieuse. Joyeux anniversaire, fils. Maintenant tu es un homme. Et ce fut tout. Pas de voiture, pas de nœud, pas de déclaration grandiose. Juste une poignée de main et le message non dit, mais absolument clair. Tu n'es pas lui. Ton jalon n'est pas le sien. C'était comme ça pour tout. Un favoritisme constant, de faible intensité, mais qui façonnait nos vies. Michael était l'athlète. Il n'était jamais excellent, juste assez bon. Mais s'il marquait un seul touchdown dans un match du lycée, mon père devenait commentateur sportif pendant une semaine, rejouant l'action pour tout voisin, facteur ou caissier de supermarché qui acceptait d'écouter. Il avait entraîné l'équipe de baseball de Michael pendant 3 ans, criant jusqu'à en devenir enroué au bord du terrain. J'étais l'intellectuel. Silencieux. Vivant le nez dans les livres. En dernière année de lycée, j'ai rejoint l'équipe de débat. J'aimais la logique, la stratégie, les échecs verbaux. Nous nous sommes qualifiés pour la finale d'État. C'était un grand accomplissement pour nous, le résultat d'une année entière de travail acharné. La finale aurait lieu un samedi. Mon père avait promis qu'il viendrait. Mais ce matin-là, Michael, de retour de sa première année d'université, décida qu'il voulait aller pêcher avec ses amis. Mon père préféra les emmener au lac plutôt que d'assister à ma finale. Il ne voit pas ses amis si souvent, fut l'excuse. Nous avons gagné le championnat d'État ce jour-là. Je suis rentré à la maison avec un trophée lourd dans mon sac à dos. Mon père était sur le canapé, regardant la télé. J'ai dit que nous avions gagné. Il a simplement marmonné. Ah, tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? La seule personne qui me voyait vraiment, qui percevait qui j'étais, était la sœur cadette de ma mère, ma tante Patricia. Elle était ma marraine. Mais, en réalité, elle était mon refuge. Le lendemain du tournoi de débat, elle est apparue avec une pizza de célébration et un exemplaire de « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ». Elle n'a pas dit un mot sur mon père. Juste. J'ai lu le résultat dans le journal local, James. Je suis si incroyablement fier de toi. Célébrons. Nous nous sommes assis sur le porche avant et avons mangé de la pizza. Et elle m'a demandé d'expliquer les arguments que j'avais faits, écoutant avec un intérêt sincère. C'est elle qui m'a appris que ma voix, même silencieuse, méritait d'être entendue. Ne laisse jamais personne te faire sentir que ta lumière n'est pas assez forte, m'a-t-elle dit une fois, me regardant dans les yeux avec une intensité féroce. Ton esprit est un cadeau, James. C'est à elle que j'ai téléphoné quand j'ai reçu ma lettre d'acceptation pour l'une des meilleures écoles d'ingénierie. La réaction de mon père fut un soupir et un commentaire sur le coût des frais de scolarité hors état.
Celle de tante Patricia fut un cri de joie pure qui a presque fait exploser le téléphone. Elle m'envoyait une boîte de friandises tous les mois pendant ma première année. C'est pourquoi, quand j'ai rencontré Emma, j'ai su que j'avais trouvé ma personne. Elle avait cette même qualité, la capacité de voir. Emma était brillante, une architecte prometteuse avec un esprit vif et un sens de l'humour encore plus tranchant. Mais elle était aussi incroyablement gentille. Elle écoutait. Elle voyait au-delà de mon extérieur silencieux et percevait qui j'étais vraiment à l'intérieur. Elle célébrait mes réussites en ingénierie logicielle avec un enthousiasme sincère, quelque chose que ma propre famille n'avait jamais réussi à démontrer. Et elle portait ses propres cicatrices, ce qui l'aidait à comprendre les miennes. Je me souviens d'une soirée, quelques mois après que nous avons commencé à sortir ensemble, nous étions assis dans mon petit appartement désordonné, partageant une bouteille de vin bon marché. Elle traçait du doigt le cercle de condensation que le verre laissait sur la table basse. Mes parents. Commença-t-elle, la voix basse, ils ne se sont pas juste divorcés. Ils se sont détruits. C'était une guerre d'usure. Chaque petite chose devenait une bataille. Mon père cachait les documents financiers. Ma mère changeait les serrures. Ils se sont battus pour la maison, pour la voiture, même pour le chien. Ils nous utilisaient, mon frère et moi, comme messagers, comme armes l'un contre l'autre. Elle me regarda, et ses yeux étaient pleins d'une tristesse ancienne, profonde, qui fit mal à ma poitrine. Je me souviens d'avoir 12 ans, assise dans l'escalier, les entendant se crier dessus dans la cuisine. Ce n'était plus à propos d'amour ou de haine. C'était à propos de gagner. Et à la fin, ils ont tous les deux perdu. Ils ont tout détruit parce qu'ils étaient trop fiers, trop têtus pour céder. J'ai juste cette peur enracinée de ce type de conflit. De ce point de non-retour, où tout le monde met simplement le feu à tout. J'ai tendu la main et pris la sienne, petite et froide entre les miennes. Nous ne serons jamais comme ça, j'ai promis, et les mots semblaient un vœu sacré. Je ne laisserai jamais que nous soyons comme ça. Ma famille, cependant, était une histoire différente. La dynamique, qui avait toujours été déséquilibrée, s'est complètement effondrée après que ma mère, Sarah, soit décédée d'un cancer, il y a 5 ans. Elle était la diplomate silencieuse, la force douce qui maintenait l'équilibre. Sans elle, le favoritisme de mon père fut poussé à l'extrême. Michael, dont la vie était déjà en chute libre, le premier mariage s'effondrant, au chômage encore, est retourné vivre avec mon père. Moi, d'autre part. J'avais construit ma vie et ma carrière dans une ville à 3 heures de distance, une distance qui était à la fois physique et émotionnelle. Le premier mariage de Michael avec Linda avait été une grande cérémonie luxueuse, financée par mes parents. Le premier mariage de la famille, disait ma mère, les yeux brillants de fierté. Cela a duré 2 ans. La version officielle de la famille était qu'ils s'étaient éloignés. Mais je me souviens de moments spécifiques, inconfortables, qui racontaient une autre histoire. Je me souviens d'un dîner de Thanksgiving alors qu'ils étaient encore mariés. Linda racontait une histoire drôle sur le travail, quand Michael l'a interrompue au milieu de la phrase pour se plaindre, à voix haute, que la purée de pommes de terre était froide. Toute la table est devenue silencieuse. Linda s'est figée, avec un sourire forcé et douloureux sur le visage, sans rien dire. Il ne s'en est même pas rendu compte. Le monde tournait autour de son confort, de ses besoins. Tante Patricia a confirmé plus tard ce que je soupçonnais déjà. Il est comme son père. Mais sans le sens des responsabilités, m'a-t-elle dit au téléphone un soir. Linda a dit qu'il n'arrivait pas à garder un emploi, s'attendait à ce qu'elle soit une seconde mère, et faisait des caprices comme un enfant quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Elle s'est lassée d'être mariée à un projet au lieu d'un partenaire. Après le divorce, Michael a dérivé, un résident permanent de mon ancienne chambre d'enfance, tandis que mon père nourrissait son apathie. Alors, vous pouvez imaginer ma surprise quand, à Noël il y a 2 ans, Emma et moi avons annoncé nos fiançailles. La nouvelle fut accueillie par un sourire tendu et forcé de Michael et un « bon, c'est quelque chose » de la part de mon père. Et puis, 3 semaines plus tard, comme s'il était en compétition directe, Michael a fait sa propre annonce. Il était fiancé à un barista de 24 ans nommé Marcus, avec qui il sortait depuis seulement 6 mois. Tout cela semblait désespérément faux. J'ai essayé de lui parler gentiment, de frère à frère. Nous étions dans la cuisine de la maison de mon père. J'aidais avec la vaisselle, et Michael était appuyé contre le comptoir, faisant défiler son téléphone, la lumière bleue de l'écran illuminant son visage avec cette expression présomptueuse. Et, Mike, j'ai commencé, choisissant mes mots avec le soin d'un spécialiste en désamorçage de bombes. Cette histoire avec Marcus. Tout semble très, très rapide. Tu es sûr de ça? Il n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Et qu'est-ce que ça peut te faire? Je suis ton frère. Je m'inquiète pour toi. Je veux juste m'assurer que tu es heureux. Il a finalement levé les yeux, et ses yeux étaient comme des éclats de glace.
Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une relation parfaite, approuvée par la famille et universitaire comme toi et Emma, dit-il, les mots dégoulinant d'un sarcasme si dense qu'il semblait acide. Peut-être que certains d'entre nous doivent prendre des risques pour être heureux. Tu ne comprendrais pas. La provocation a atteint sa cible. C'était un avertissement clair, un signe du ressentiment profond qu'il gardait. Et cela a créé une fissure définitive dans ce qui était déjà une relation fragile. J'ai reculé, mais un pressentiment sombre s'est installé en moi. Le mariage qu'ils ont planifié était une cérémonie petite, précipitée, dans une église locale. La partie la plus étrange était la liste d'invités. Moins de 20 personnes. Et du côté de Marcus? Seulement 3, 2 amis et le gérant de la cafétéria où il travaillait. L'excuse était que ses parents vivaient à l'étranger et ne pourraient pas venir avec si peu de préavis. C'était un drapeau rouge de la taille du Texas, mais mon père et Michael ont simplement continué, pris dans le récit du grand retour romantique de Michael. Le jour du mariage est arrivé. J'étais là, en costume, comme témoin de Michael. Je me sentais comme un acteur dans une pièce pour laquelle je n'avais pas répété. Michael était un paquet de nerfs, marchant de long en large dans l'antichambre de l'église, vérifiant son téléphone toutes les 2 minutes. 1 heure a passé après l'heure prévue. Puis, une autre. Les quelques invités sur les bancs murmuraient, se tortillant inconfortablement. Nous avons appelé le portable de Marcus. Ça allait directement sur la messagerie. Quand nous avons réussi à parler à ses amis. Il semblait évasif et extrêmement mal à l'aise. Finalement, 3 heures après l'heure prévue pour le « oui », Marcus a envoyé un seul message à Michael. Michael l'a lu et son visage, qui jusqu'alors était tendu d'anxiété, s'est simplement effondré. Il m'a tendu le téléphone sans dire un mot, la main tremblante. Le message disait. Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas sûr. Désolé. Et ainsi, en un clin d'œil, tout était fini. Marcus l'avait abandonné. Il n'a plus jamais répondu à un appel, n'a jamais répondu à un autre message. Il a disparu de la vie de Michael aussi vite qu'il était apparu. L'humiliation fut un spectacle public. Le lendemain, j'ai essayé d'être présent pour Michael. Je suis allé chez mon père. Mike, j'ai dit, posant la main sur son épaule, je suis désolé. Si tu as besoin de quoi que ce soit, vraiment n'importe quoi. Il a repoussé ma main comme si c'était une araignée. Ça va, a-t-il grondé. Je veux juste rester avec mes amis et papa. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Il me repoussait, construisant une forteresse de ressentiment autour de lui, avec notre père comme architecte en chef. Je me suis éloigné, blessé, mais j'ai respecté l'espace qu'il demandait. 1 semaine plus tard, j'ai appelé pour savoir comment il allait. Il n'a pas répondu. Quand je l'ai revu, des mois plus tard, lors d'un barbecue familial, c'était une autre personne. Amer, acerbe, avec les yeux portant toujours un nuage permanent de ressentiment dirigé directement vers moi. Quand j'ai demandé comment il allait, il a répondu, sèchement. Arrête de me traiter comme un cas de charité. Je vais bien. Alors, quand Emma et moi avons envoyé nos invitations élégantes, sur papier crème, pour notre mariage en décembre, je n'étais plus si surpris par la réaction. Michael a appelé, fait un commentaire sarcastique sur notre choix de nous marier dans un jardin en plein air, l'endroit où Emma et moi nous sommes rencontrés, et a raccroché. Cette même nuit, mon père a appelé. Et c'est là qu'il a lâché la bombe, il a exigé que j'annule le jour le plus heureux de ma vie pour plaire à la souffrance d'un frère qui ne me parlait même pas. Ce n'était pas une histoire nouvelle. C'était juste le chapitre final et insupportable d'un livre que j'étais déterminé à fermer une fois pour toutes. Les jours après la désinvitation ont été marqués par un silence tendu et étouffant. Mon père et Michael n'ont plus appelé. Ils se sont retirés dans un silence blessé et mélancolique qui, à bien des égards, était plus troublant que la colère initiale. Je savais que ce n'était pas une reddition. C'était un retrait stratégique. Le silence avant une tempête beaucoup plus grande, beaucoup plus calculée. La stratégie de mon père a changé d'attaque directe à manipulation émotionnelle. Et sa nouvelle cible principale est devenue ma fiancée, Emma. 1 semaine après l'email, il a appelé directement Emma. Pas moi, elle. Sa voix, m'a-t-elle dit plus tard, était chargée d'une fausse cordialité mielleuse. Il nous a invités à dîner. Je veux juste préparer un bon repas pour vous deux, a-t-il dit. Sans pression. Juste la famille. Une chance de parler. Remettre les choses à plat. Je savais que c'était un piège. L'expression « remettre les choses à plat » dans ma famille a toujours signifié opportunité pour mon père d'imposer sa volonté. Ce soir-là, avant d'aller chez lui, j'ai assis Emma sur le canapé. Les billets avec le plan de table étaient encore sur la table basse, relique d'un temps plus simple. J'ai pris ses mains dans les miennes, elles étaient froides. Écoute-moi, j'ai dit, regardant directement dans ses yeux, essayant de transmettre la gravité de la situation. Ce n'est pas une tentative de paix.
C'est une embuscade. Il va essayer de te manipuler avec la culpabilité. Il va parler de ma mère. Je parie tout. Il va en faire n'importe quoi sauf ce que c'est vraiment. Son incapacité à me laisser être heureux tant que Michael est misérable. S'il te plaît, quoi qu'il arrive, n'accepte pas de changer une seule virgule de notre mariage. Promets? Nous devons être unis. Elle a hoché la tête, avec une expression sérieuse et déterminée. Je promets. Nous sommes une équipe. Mais je pouvais voir l'anxiété tourner dans ses yeux, cette peur ancienne et profonde d'implosion familiale, la même qu'elle m'avait racontée. Elle détestait tout cela, chaque seconde, et mon père était sur le point d'exploiter cette peur. Le dîner fut un cours magistral de guerre psychologique. La maison de mon père, la maison où j'ai grandi, sentait le poulet rôti et l'ail, un arôme conçu pour évoquer la chaleur et la nostalgie. Il avait sorti la belle vaisselle, les assiettes que nous n'utilisions qu'à Thanksgiving et à Noël, un indice visuel que c'était une occasion spéciale. Pendant la première heure, il fut l'hôte parfait. Il a servi du vin cher. Il a demandé à Emma à propos d'un projet récent au bureau d'architecture. Il a ri de ses histoires, la faisant se sentir écoutée et appréciée. Il n'a pas mentionné le mariage une seule fois. Il préparait le terrain. Lentement, séduisant avec une gentillesse et un charme répétés. Puis, quand nous finissions le plat principal, il a fait son mouvement. Il s'est adossé à sa chaise, lâchant un long soupir théâtral. Il a pris une expression nostalgique, regardant un point sur le mur, juste au-dessus de la tête d'Emma. Tu sais, dit-il, la voix douce et tremblante, pleine d'une nostalgie soigneusement fabriquée, ta mère, Sarah, et moi. Nous avons eu un mariage si simple. Nous sommes allés à la mairie avec juste nos parents et quelques amis. 20 personnes, au maximum. Nous avons économisé chaque centime que nous avions. Pause dramatique. Nous avons tout mis comme à compte pour cette maison même. Il a regardé Emma, les yeux humides de larmes qui ne sont pas tombées. Un grand mariage, tout ce tapage. Ce n'est qu'un jour. Ce n'est qu'une fête. Mais une maison? Une maison est la fondation d'une vie. Vous avez toute la vie devant vous. C'est dommage de gaspiller tant d'argent sur une fête, quand vous pourriez investir dans l'avenir. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou. L'hypocrisie était à couper le souffle. Le premier mariage de Michael avait eu plus de 100 invités. Papa, j'ai dit, la voix tendue et basse, tu as payé presque tout ce mariage. Il n'a même pas hésité. Il était déjà préparé. C'était différent, dit-il, avec un geste de dédain, comme qui chasse une mouche gênante. C'était le premier mariage de la famille. Ta mère voulait ça pour lui. Elle était si fière. Si heureuse de le voir s'installer. Et puis, comme dans un script bien répété, les larmes ont commencé à se former dans ses yeux. Mais il ne pleurait pas seulement, il jouait le deuil. Je suis si heureux, dit-il, la voix brisée, essuyant le coin de son œil avec la serviette, si heureux qu'elle ait au moins vu un de ses fils se marier avant d'eux. Avant de la perdre. Il a laissé la phrase en suspens, lourde, étouffante de culpabilité. C'était un coup bas, un souvenir transformé en arme et c'était brutalement efficace. J'ai vu la détermination d'Emma, si ferme quelques heures plus tôt, commencer à s'effriter. Sa propre histoire, la peur des familles brisées et des fissures irréparables, la rendait vulnérable à cette performance. Elle voyait un père en deuil, pas un manipulateur expérimenté. Elle a tendu la main et l'a posée sur son bras. Robert, c'est bon, dit-elle doucement, la voix pleine de compassion qu'il ne méritait pas. Nous comprenons. Ça a été difficile pour vous tous. J'ai regardé, la mâchoire si serrée que mes dents me faisaient mal, tandis que mon père se baignait dans sa sympathie. Il avait trouvé le point faible. Il l'attirait vers lui, créant une division entre nous, m'isolant à ma propre table à manger. J'étais sur le point de dire quelque chose de tranchant, de final, qui mettrait fin à cette farce quand la porte d'entrée s'est ouverte. Et Michael est entré. La ponctualité était, comme toujours, théâtralement parfaite. Michael a jeté un seul regard au visage de notre père couvert de larmes et a couru à ses côtés, avec une expression de panique feinte. Papa! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a lancé un regard plein de venin pur, se positionnant comme le protecteur. Il a embrassé les épaules de mon père, jouant parfaitement le rôle du fils dévoué et aimant. Ça va, papa? Je suis là. Certains d'entre nous savent encore comment respecter leur propre père. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. La corde de ma patience, étirée à la limite pendant 3 décennies, s'est rompue. Respect? Je me suis entendu dire, d'un ton grave que j'ai à peine reconnu. Tu veux parler de respect, Michael? Il s'est tourné vers moi, l'expression chargée d'une fausse indignation morale. Oui, je veux. Quelque chose que tu ne comprends manifestement pas. Restez là, paradant ta petite vie parfaite en sachant qu'il souffre. Que je souffre?
C'est de l'égoïsme. C'est dégoûtant. Ce qui est dégoûtant, j'ai rétorqué, me levant de ma chaise, les mots sortant chauds et rapides, c'est que tu aies 33 ans et que tu te caches encore derrière papa chaque fois que tu détruis ta propre vie. Marcus ne t'a pas quitté à cause de mon mariage, Michael. Il t'a quitté à cause de toi. Parce qu'il a finalement vu qui tu es vraiment. Son visage a perdu toute couleur. Mon père s'est levé d'un bond, le visage violet de rage. James, ça suffit. Non, ça ne suffit pas, maintenant je criais. Des années de colère avalée et de ressentiment réprimé explosant comme la lave d'un volcan endormi. Toute ma vie je me suis effacé. Je suis resté silencieux. J'ai avalé ce qui restait pour moi et j'ai encore remercié pour ça. Mais je ne vais pas reporter mon mariage. Je ne vais pas mettre ma vie, mon avenir, en pause à cause de sa porte tournante de mauvaises décisions. Et contrairement à lui, j'ai dit, pointant Michael du doigt tremblant, je ne prévois de me marier qu'une fois. Les mots planaient dans l'air, laid, vrai, libérateur. Michael semblait avoir reçu une gifle. Emma était debout, tirant mon bras, le visage blanc de choc et de peur. James, partons. S'il te plaît. Sortons juste d'ici. Elle a réussi à me traîner jusqu'à la porte. La dernière chose que j'ai vue était mon père consolant Michael, qui pleurait maintenant sur son épaule. En sortant, je me suis retourné une dernière fois et j'ai crié. Le mariage aura lieu, avec ou sans vous. Si vous avez un problème avec ça, ne venez pas. Le voyage de retour fut un silence tendu, vibrant. Quand nous sommes entrés dans l'appartement, le barrage émotionnel d'Emma s'est rompu. Qu'est-ce que c'était que ça, James? Elle a crié, la voix tremblante. Crier comme ça? Ces accusations? C'est ce que mes parents faisaient. C'est mon pire cauchemar. Ils te manipulaient, Emma. Tu ne t'en rends pas compte? C'était une mise en scène, et tu es tombé dedans, j'ai rétorqué, ma propre douleur et colère me rendant cruel. C'est un père en deuil, et Michael est ton frère. Tu ne peux pas avoir un peu de compassion? La compassion est l'arme qu'ils utilisent contre nous. Ce fut notre première vraie dispute, laide, douloureuse, et ça a fait mal profondément. Nous avons dit des choses que nous ne voulions pas dire, et finalement nous avons trouvé le chemin du retour vers une trêve épuisée et fragile. Mais les fissures étaient là. Ma famille n'essayait pas seulement de ruiner mon mariage. Ils réussissaient à ruiner ma relation. Le lendemain, mon téléphone a sonné. C'était ma tante Patricia. Sa voix était sombre. James, chérie, nous devons parler. Je sais, tante Pat, j'ai soupiré, massant mes tempes qui pulsaient. Le dîner a été un désastre complet. C'est pire que tu ne l'imagines, dit-elle, la voix basse et sérieuse. J'ai déjeuné avec ta cousine Suzanne aujourd'hui. Elle est commère, tu sais comment elle est. Mais cette fois, je suis reconnaissante pour ça. Elle m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Michael appelle toute la famille. Tous. Il dit que tu te moques de lui depuis que Marcus l'a quitté. Il déforme toute l'histoire, disant que tu as toujours été jaloux de lui et de Marcus, et que tu planifies ce grand mariage juste pour étaler ton bonheur devant son visage. Il te peint comme le méchant, James. Ce n'est plus un malentendu. C'est une campagne de diffamation. Je me suis enfoncé dans le canapé, le téléphone lourd dans ma main. Tout s'est mis en place avec une certitude nauséabonde. L'entrée parfaitement chronométrée. La mise en scène devant Emma. Ce n'était pas seulement à propos d'empêcher le mariage. C'était à propos de détruire mon image, d'empoisonner le puits, de retourner toute la famille contre moi, pour que je paraisse irrationnel. Ce n'était pas une dispute familiale. C'était une guerre. Et je me battais sur le mauvais champ de bataille. Une détermination froide et implacable s'empara de moi, éteignant les dernières braises de ma crise émotionnelle. S'il voulait me traiter comme un ennemi, j'arrêterais d'agir comme un fils et un frère. La conversation avec tante Patricia fut la pièce finale, celle qui éclaircit tout le puzzle. Le jeu avait changé. Ce n'était plus à propos de blessures ou de dynamique familiale dysfonctionnelle. C'était une attaque calculée, stratégique, contre mon caractère et, par conséquent, contre la tranquillité d'esprit d'Emma. Cette réalisation ne m'a pas rendu plus en colère. Du moins, pas de la manière explosive comme j'étais pendant le dîner. Elle m'a rendu froid, concentré. Le James émotionnel et réactif, qui avait été provoqué jusqu'à exploser, avait disparu. À sa place, quelqu'un qui n'attendait pas, quelqu'un qui avait finalement appris à jouer le même jeu. Cette nuit-là, après qu'Emma se soit endormie d'un sommeil agité, je me suis assis avec mon ordinateur portable dans le salon. La seule lumière venait de la lueur pâle et clinique de l'écran. J'ai ouvert la chaîne de mai de la désinvitation originale. Mes mains étaient fermes en cliquant sur « Répondre à tous ». Cette fois, je n'ai pas inclus seulement tante Patricia en copie.
J'ai soigneusement ajouté les emails de mes oncles, de mes autres tantes, et des cousins les plus proches, justement ceux que Michael essayait d'empoisonner contre moi. Je sortais cette guerre des ombres des appels chuchotés et la menais dans la lumière claire et indéniable d'un texte écrit. Objet, une clarification malheureuse, mais nécessaire. À ma famille. J'écris cet email le cœur lourd, car il m'est devenu clair qu'un récit faux et préjudiciable circule à propos de mon caractère et des raisons pour lesquelles je continue avec mon mariage avec Emma. Il a été suggéré que j'agis par méchanceté ou irrespect envers mon frère, Michael. C'est catégoriquement faux. Pendant des mois, j'ai essayé d'offrir du soutien face à sa situation difficile, soutien qui a été constamment et agressivement rejeté. Au lieu de cela, j'ai été confronté à des exigences pour que je sacrifie non seulement des engagements financiers significatifs, mais aussi mon propre bonheur, afin d'accommoder ses sentiments. Récemment, et de manière encore plus douloureuse, j'ai appris que Michael répand activement de la désinformation parmi beaucoup d'entre vous. Il me dépeint comme un frère cruel et moqueur, déformant la vérité pour alimenter son récit de victimisation. Cela constitue une campagne délibérée et profondément offensante pour ternir ma réputation et m'isoler de la famille que j'aime. À cause de ces actions, je ne peux plus faire confiance au fait que mon père ou mon frère viendrait à mon mariage avec l'intention de célébrer notre union. Je crains qu'ils ne soient là que pour causer une scène ou continuer leur campagne de manipulation émotionnelle. Par conséquent, pour protéger ce qui doit être le jour le plus heureux de nos vies, ma décision de les désinviter reste. Ce n'est pas une décision que je prends à la légère. C'est une limite nécessaire que j'établis pour le bien de ma santé mentale et pour l'intégrité de mon mariage. J'aime cette famille, mais je ne permettrai plus d'être utilisé comme bouc émissaire pour des problèmes que je n'ai pas créés. J'espère qu'un jour nous pourrons trouver un chemin de guérison, mais ce chemin ne peut pas être construit sur une base de mensonges et de manipulation. Avec un regret sincère. James. J'ai lu le texte 3 fois, m'assurant que chaque mot était intentionnel et clair. Puis j'ai cliqué sur « Envoyer ». Le son doux de l'email quittant la boîte d'envoi sonnait comme une déclaration d'indépendance, un son à la fois terrifiant et profondément libérateur. La réaction fut immédiate. Et nucléaire. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message vocal de Michael. Il n'a pas essayé de m'appeler. Il ne voulait pas une conversation où je pourrais me défendre. Il voulait laisser une cicatrice audio permanente. J'ai mis le téléphone à mon oreille, et sa voix, un grognement grave, déformé par la pure rage, a rempli ma tête. Fils de pute, a-t-il commencé. Tu penses être si intelligent, si supérieur, envoyant cet email à tout le monde, essayant de me faire passer pour le méchant? Tu es un enfant gâté égoïste, tu l'as toujours été. J'espère que ton petit mariage parfait sera un désastre. J'espère qu'Emma se réveillera un jour et réalisera qu'elle a épousé un lâche pathétique sans colonne vertébrale et te quittera. J'espère qu'elle te trompera. Je veux que tu ressentes au moins une fraction de la douleur que tu m'as causée. Tu es mort pour moi. Je l'ai écouté une seule fois, l'estomac retourné. Puis, j'ai effacé. Le venin était choquant, mais aussi révélateur. Ce n'était pas la voix de quelqu'un qui souffrait. C'était la voix de quelqu'un qui voulait faire souffrir les autres. Un animal acculé, attaquant avec tout ce qui restait. 1 heure plus tard, un nouvel email est arrivé dans ma boîte de réception. Cette fois, c'était de mon père. Il était brutalement court, chaque mot comme un coup de marteau. Objet? Aucun. James? Après l'email que tu as envoyé, démontrant un niveau d'irrespect que je n'aurais jamais imaginé possible, tu n'es plus mon fils. Ne me contacte plus jamais. Ne reviens plus chez moi. Tu as fait ton choix. Robert. Je suis resté là à fixer ces mots sur l'écran. Tu n'es plus mon fils. C'était l'équivalent émotionnel d'une guillotine. Une partie de moi, le petit garçon qui avait passé toute sa vie à essayer de gagner une miette d'approbation, a ressenti une douleur aiguë, coupante, au fond de la poitrine. Mais une autre partie, plus forte, ne ressentait simplement rien. Juste un vide froid et silencieux où auparavant existait un espoir désespéré. Le pire était arrivé. Il l'avait finalement dit à voix haute. Et le monde n'avait pas fini. Mais le poids de tout cela a commencé à nous écraser. Cette nuit-là, Emma et moi avons eu la pire dispute de nos vies. Elle n'était pas bruyante et explosive comme la première. Elle était silencieuse et désespérée. Peut-être devrions-nous juste nous enfuir et nous marier seuls, dit-elle, la voix tendue. Les yeux pleins de larmes contenues. Je ne peux plus, James. Je ne peux pas. Ta famille nous détruit. C'est exactement ce que j'ai toujours eu peur qu'il arrive. Alors on les laisse gagner? J'ai rétorqué, la voix serrée, essayant de cacher la douleur sous la colère. On les laisse contrôler nos vies à distance? C'est comme ça qu'on va vivre? Toujours regarder par-dessus l'épaule? Toujours se courber devant leur drame éternel? Je ne veux pas vivre comme ça, elle a chuchoté, la voix brisée. Je ne veux pas embaucher de sécurité pour mon propre mariage.
Je ne veux pas me demander quel membre de ta famille me déteste à cause des mensonges que ton frère a racontés. J'ai peur, James. Peur de ce qu'ils peuvent faire maintenant. Sa peur était une présence physique dans la pièce, comme une troisième personne dans notre relation. Je me sentais comme un échec complet, le protecteur qui avait mené la personne aimée directement dans la ligne de feu. C'était mon point le plus bas. Désavoué par mon père, maudit par mon frère. Et maintenant, mon ancre, mon Emma, était tirée par la même tempête que j'avais essayé d'affronter. Je me sentais totalement et complètement seul. Le soir suivant, alors que j'étais assis dans le noir, fixant juste l'écran éteint de la télé, mon téléphone a sonné. C'était tante Patricia. Sa voix était différente, plus en colère pour moi, mais inquiète, silencieuse. James, dit-elle, je viens de raccrocher avec Sophia. Sophia était la petite amie de mon père, une infirmière gentille et sensée avec qui il était depuis environ 1 an. Je ne la connaissais pas bien, mais elle m'avait toujours semblé être une sorte d'encre dans les tempêtes émotionnelles de mon père. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? J'ai demandé, sentant mon estomac se contracter en un nœud familier. Elle m'a appelé. Elle était désespérée. Elle a dit qu'après que Robert ait envoyé cet email, il s'est simplement effondré dans son fauteuil. Il n'a rien dit. Il est resté là pendant des heures, fixant le mur. Elle a dit qu'il était gris, James. Sa peau, couleur grise. Il se frottait la poitrine, respirait superficiellement. Elle avait peur. Elle a vraiment pensé qu'il faisait une crise cardiaque. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Une vague complexe et indésirable d'inquiétude m'a traversé. Il va bien? Dieu merci, elle est infirmière. Elle a réussi à le convaincre de prendre sa tension avec l'appareil qu'elle a chez elle. Elle m'a dit le résultat. C'était très élevé. Dangereusement élevé. Elle l'oblige à aller chez le médecin demain matin. Elle a dit, Robert, cette colère va te tuer. Tante Patricia a fait une pause puis a ajouté doucement. Je pense que tu as cassé quelque chose en lui, chérie. Ou peut-être. Peut-être que tu l'as juste forcé à affronter quelque chose qu'il refuse de voir depuis très, très longtemps. J'ai raccroché le téléphone. Une nouvelle sensation étrange a commencé à envahir mon engourdissement. Ce n'était pas du triomphe. C'était une prémonition froide et sobre. Les pièces de l'échiquier se déplaçaient de manière que je n'aurais jamais pu prévoir. La tempête n'était pas passée. Elle ne faisait que changer de forme vers quelque chose de beaucoup plus sérieux qu'une simple dispute familiale. La semaine finale avant le mariage fut un mélange surréel de joie profonde et d'appréhension constante. D'un côté, Emma et moi, après avoir touché le fond, avons retrouvé notre chemin. La dispute était horrible, mais aussi révélatrice. Nous en sommes sortis plus unis que jamais, un couple solide et incassable face à la tempête. Nous nous sommes plongés dans les détails finaux, les fleurs, la musique, les vœux que nous avons écrits ensemble tard dans la nuit. C'était notre bulle de bonheur défiant. Mais en dehors de cette bulle, il y avait un silence lourd et incertain venant du côté de la famille de mon père. Un silence qui, à sa manière, était aussi fort que les cris d'avant. Je n'ai pas entendu un mot sur sa visite chez le médecin. Sophia n'a pas rappelé. Tante Patricia a dit qu'il ne répondait pas non plus à ses appels. C'était comme s'il avait disparu dans un brouillard créé par lui-même. Le non-savoir était une torture silencieuse qui rongeait les bords de ma joie. Est-ce que lui et Michael essaieraient d'envahir le mariage? Est-ce qu'ils utiliseraient une autre tactique désespérée pour ruiner notre jour? L'anxiété était un bourdonnement constant sous toute l'excitation. Daniel, mon témoin et toujours pratique, a discrètement organisé quelques-uns de nos amis les plus forts pour rester en alerte, agissant comme une sorte de sécurité informelle. Je détestais la nécessité de cela, détestais que les choses en soient arrivées là, mais j'étais aussi reconnaissant pour sa précaution. Puis, le matin du mariage est arrivé. Je me suis réveillé avec une vision qui semblait un cadeau de l'univers. C'était un jour de décembre limpide et parfait. Le ciel était d'un bleu brillant, sans nuages, et l'air froid était suffisant pour vous faire sentir éveillé et vivant. Notre lieu, le jardin botanique où Emma et moi nous sommes rencontrés lors d'une fête d'amis en commun, avait été transformé. L'équipe du traiteur et les fleuristes avaient fait de la magie. Des lumières scintillantes étaient entrelacées dans les branches nues des chênes, et l'allée était bordée d'arrangements de roses blanches, de branches de pin et d'eucalyptus argentés. C'était plus beau que je n'aurais jamais pu l'imaginer. J'étais dans un petit chalet rustique sur la propriété, me préparant avec mes témoins. Mes mains tremblaient légèrement pendant que j'essayais d'ajuster ma cravate pour la 10e fois. J'étais sur le point d'épouser l'amour de ma vie. Je devrais être seulement extatique. Et, en grande partie, je l'étais. Mais le nœud d'appréhension était encore là, ferme dans l'estomac. Une pierre froide et dure. C'est quand Daniel a passé la tête par la porte, le visage normalement bon enfant maintenant sérieux. James, tu as une visite. Mon sang s'est glacé. Ma première réaction, ma première peur, Michael.
C'est lui? J'ai demandé. Non, a répondu Daniel, l'expression indéchiffrable. C'est ton père. Il est seul. Il est juste debout là, près du grand chêne. Mon cœur battait fort contre mes côtes. C'était ça. La confrontation finale. J'ai respiré profondément, ajusté mon veston et suis sorti du chalet seul. Et là il était, debout près du chêne ancien, au bord du jardin, paraissant petit et complètement déplacé dans son costume de mariage. Ce n'était pas le tyran manipulateur du dîner. C'était un homme qui semblait vidé. La colère avait disparu, remplacée par une fatigue profonde et épuisée jusqu'aux os. Les rides de son visage semblaient plus profondes, et ses épaules, normalement droites et fières, étaient maintenant courbées. J'ai marché vers lui, mes chaussures en cuir faisant du bruit sur le gravier du chemin. Le son semblait trop fort dans le silence du matin. Je me suis arrêté à quelques mètres de distance. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Je n'avais plus de mots. Il m'a regardé, et ses yeux n'étaient pas en colère. Ni accusateurs. Ils étaient pleins d'un mélange confus, chaotique, de regret, de honte et de pure peur. Il s'est éclairci la gorge, un son sec, rauque. Le médecin. A-t-il commencé, la voix presque un murmure. A dit que ma tension. Que j'ai le cœur d'un homme 20 ans plus âgé. A dit que, si je ne change pas les choses, je suis sur une voie rapide vers un AVC massif. Pas un risque. Une voie rapide. Il s'est arrêté, regardant ses propres mains tremblantes. A dit que le stress est un poison, James. Et que j'ai bu ce poison toute ma vie. Il a levé les yeux, et cette fois il a croisé les miens. Ce n'était pas une excuse. C'était une confession. Je suis resté là, dans cette petite salle d'examen froide, avec une odeur d'alcool et de désinfectant. Et je ne pouvais que penser à mourir. Mourir seul dans cette grande maison vide. Mourir en ayant un fils qui me voit comme un portefeuille et un facilitateur, et un autre qui me déteste de toutes ses forces. Ce n'est pas l'héritage que je veux laisser. Ta mère. Dieu. Elle aurait tellement honte de moi. Il a fait un pas hésitant, traînant, plus près. Il a regardé au-delà de moi, vers l'arche florale où j'étais sur le point de me marier, vers la vie que j'avais construite malgré lui. Je n'ai aucune carte de Michael, dit-il, la voix se brisant, comme si l'admission lui coûtait cher. Je ne lui ai pas parlé depuis 2 jours. Il n'est pas ici. Il n'y a que moi. J'avais tort, James. Terriblement, horriblement tort. J'ai été un tyran. J'ai été un lâche. J'ai essayé de te rabaisser parce que je ne savais pas comment relever Michael. Finalement, il a regardé directement dans mes yeux. Et pour la première fois en 30 ans, j'ai vu une vulnérabilité vraie, crue et sans déguisement dans les yeux de mon père. Je sais que je ne mérite pas d'être ici. Je sais que je mérite d'être seul aujourd'hui. Mais je demande. Comme ton père. Est-ce que je peux encore venir? Est-ce que je peux, s'il te plaît, voir mon fils se marier? Tout en moi, chaque partie blessée et marquée de mon enfant intérieur criait pour dire non. Pour lui faire ressentir la douleur du rejet qu'il m'avait si négligemment infligé pendant si longtemps. Pour le laisser partir et affronter les conséquences de ses actions. Mais, en regardant cet homme brisé et effrayé devant moi, je n'ai pas vu un monstre. J'ai vu un être humain profondément imparfait, terrifié, qui avait finalement et brutalement été confronté à sa propre mortalité. J'ai respiré profondément, l'air froid et coupant remplissant mes poumons. Oui, papa, j'ai dit, la voix rauque d'une émotion que je n'arrivais même pas à nommer. Oui, tu peux venir. Le soulagement qui s'empara de son visage était si profond, si absolu, que c'était douloureux à regarder. Il a juste hoché la tête, incapable de dire quoi que ce soit, et s'est retourné, marchant lentement vers la zone des invités. Un homme qui avait reçu un pardon de dernière minute. La cérémonie fut un beau flou émotionnel. Au moment où j'ai vu Emma marcher vers moi dans l'allée, son sourire si brillant qu'il éclipsait le soleil d'hiver, le reste du monde a disparu. Tout le drame, toute la douleur. Tout s'est évanoui. Il n'y avait qu'elle. Pendant que je disais mes vœux, regardant dans ses yeux, chaque mot était dit avec tout mon être. Nous étions une équipe. Nous étions une fondation. Nous avions résisté à la tempête. Et nous étions là. À la réception, l'ambiance était légère et pleine de joie, un contraste frappant avec les semaines précédentes. L'air était rempli de rire. Mon père s'est assis à la table avec tante Patricia et mes oncles. Il était silencieux, observateur, un fantôme au banquet. Puis est venu le moment des discours. Daniel a fait un toast hilarant et touchant, qui m'a fait rire et pleurer en même temps. Olivia, la demoiselle d'honneur d'Emma, a fait un discours si beau que tout le monde a pleuré. Et puis, à ma complète surprise, mon père s'est levé. Un silence s'abattit sur la salle. J'ai senti la main d'Emma trouver la mienne sous la table, la pression ferme et réconfortante.
Mon père a marché jusqu'au microphone, les mains tremblantes pendant qu'il tenait une petite carte pliée. Il s'est éclairci la gorge. Je ne suis pas bon avec les discours, a-t-il commencé, la voix tremblante, mais claire dans cette salle silencieuse. Et je sais qu'en ce moment, je suis probablement la dernière personne ici qui a le droit de se lever et d'offrir n'importe quel type de sagesse. Il m'a regardé directement, le regard ferme. La plupart d'entre vous savent ou du moins ont entendu parler que mon fils James et moi avons eu nos difficultés récemment. Et je veux dire, publiquement, devant vous tous, que j'aime. Que la faute était mienne. 100% mienne. Un soupir collectif, presque imperceptible, a parcouru la salle. J'ai vu mes tantes et oncles échanger des regards surpris. Voyez, il a continué, la voix maintenant plus forte, comme si dire la vérité le libérait, j'étais si aveuglé par le deuil de ma femme, et par la peur pour un de mes fils, que j'ai échoué à voir l'homme incroyable que l'autre fils était devenu. J'ai laissé ma peur me transformer en tyran. J'ai laissé mon orgueil me rendre cruel. Et, il y a quelques semaines, un médecin m'a dit que je vivais avec du temps compté. Et à ce moment, dans cette salle froide et stérile, j'ai réalisé que je gaspillais ce temps de la pire façon possible. J'étais concentré sur tout ce qui n'importait pas. J'essayais de soutenir la faiblesse au lieu de célébrer la force. Il a détourné son regard de moi et s'est tourné vers toute la salle, comme s'il transformait tout le monde en témoin. Je veux que vous regardiez tous mon fils, James. Pendant des années, j'ai confondu son silence avec de la faiblesse. J'étais un imbécile. Ce silence est une force profonde et inébranlable. Pendant des années, j'ai vu son indépendance comme un rejet. J'avais tort. C'est la preuve du caractère incroyable qu'il a construit par lui-même, souvent sans aucune aide de ma part. Il est loyal, il est brillant, et c'est l'homme le plus constant et intègre que j'ai jamais connu. Il est un homme meilleur que je n'ai jamais été. Des larmes coulaient librement sur le visage de tante Patricia. J'ai regardé Emma, elle pleurait aussi, avec un sourire radieux brillant à travers les larmes. J'ai senti une pression chaude s'accumuler derrière mes yeux, un barrage que je maintenais depuis des décennies, sur le point de se rompre. Mon père a levé sa coupe. James, tu as tenu ta position. Tu as protégé ta nouvelle famille. Tu as fait ce qu'un homme doit faire. Et, en faisant cela, tu m'as montré ce qui importe vraiment. Je suis si fier de toi. Ta mère. Dieu. Elle déborderait de fierté aujourd'hui. À James et à Emma, que votre vie ensemble soit remplie du bonheur et de la paix que vous méritez tant. La salle a explosé en applaudissements. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était une explosion d'approbation, de soulagement, d'amour collectif. Pendant que mon père retournait à sa table, il semblait 10 ans plus jeune. Il avait affronté ses démons devant toutes les personnes que j'aimais et il avait choisi le fils. La guerre était finie, et de la façon la plus choquante et inattendue possible, nous avions tous gagné. Après les discours, après que les applaudissements tonitruants se soient calmés et que l'orchestre ait commencé à jouer une musique douce, j'étais encore là, complètement abasourdi. Emma a serré ma main sous la table, les yeux brillants d'un mélange d'amour et de soulagement. « Tu vas bien ?» Elle a chuchoté, la voix brisée d'émotion. Je n'arrivais pas à trouver de mots. La gorge serrée. J'ai juste hoché la tête, d'un seul mouvement brusque. Je me sentais comme un homme qui avait passé sa vie à attendre un ouragan. Point et puis, à la dernière seconde, les nuages se sont ouverts et le soleil a brillé avec la lumière la plus intense et inattendue possible. J'avais passé toute ma vie à désirer une fraction de ce type de validation de sa part. Et maintenant, l'avoir reçue si publiquement, si complètement, me laissait désorienté. C'était comme mettre le pied sur la terre ferme pour la première fois après une vie entière en haute mer. Plus tard cette nuit-là, pendant que la fête tournoyait autour de nous dans un chaos heureux de danse et de rire, mon père s'est approché de notre table. Il semblait maladroit à nouveau, comme un adolescent au premier bal, ne connaissant pas les pas. Mais, cette fois, il n'a pas regardé vers moi d'abord. Il a regardé Emma. « Emma, dit-il, la voix douce et respectueuse, est-ce que je peux ? Ça va si je danse avec mon fils ?» Emma a souri un sourire sincère, chaleureux, qui est arrivé jusqu'aux yeux. « Je pense qu'il adorerait ça, Robert. » Je me suis levé, me sentant comme si je bougeais dans un rêve. Mon père m'a conduit jusqu'au bord de la piste de danse, qui était pleine de couples qui riaient. Nous avons trouvé un petit espace, et l'orchestre jouait une mélodie instrumentale douce, une version d'une chanson classique que ma mère aimait. Nous sommes restés là pendant un instant, dans un silence étrange, deux hommes qui avaient oublié comment simplement occuper le même espace sans qu'il y ait de conflit, de blessures ou de malentendus entre eux. Je parlais sérieusement, là-haut, James, dit-il à voix basse, les yeux fixés sur un point derrière moi. Je sais, papa, j'ai répondu, la voix rauque. Nous avons commencé à bouger avec un pas de danse simple, maladroit. Nous étions hors rythme. Il a marché sur mon pied une fois, et j'ai presque trébuché sur le sien. Nous étions deux étrangers essayant d'apprendre une danse qu'ils n'avaient jamais pratiquée.
Mais nous étions là, sur la même piste, bougeant, même hésitant, dans la même direction. J'ai tout gâché, dit-il, la voix rauque d'une honte encore récente, pendant trop longtemps. Avec toi, avec Michael. Après que ta mère soit morte. Je me suis simplement. Je me suis perdu. Je pense que j'ai cru que, si je pouvais réparer Michael, si je faisais fonctionner sa vie, d'une certaine façon je tiendrais une promesse à elle. Gardant sa mémoire vivante à travers lui. Tu n'as pas besoin de le réparer, papa, j'ai dit, trouvant ma propre voix. C'est un homme adulte. Et maman nous aimait également. Elle aurait voulu que nous soyons heureux tous les deux. Pas que l'un de nous soit le sacrifice de l'autre. Je sais ça maintenant, il a répondu, la voix brisée, comme s'il luttait contre un sanglot coincé. L'avertissement du médecin m'a réveillé. Mais te voir aujourd'hui, si fort, si sûr de toi, avec une femme merveilleuse qui t'aime avec tant d'intensité. Tu n'avais jamais eu besoin que je te répare. Tu t'es réparé tout seul. Et j'ai été trop aveugle et têtu pour voir ça. Pour la première fois sur cette piste de danse, il a croisé mon regard. Ses yeux étaient rouges, mais clairs. Pardonne-moi, James. Pour tout. Pour la voiture. Pour le championnat de débat. Pour tout. Je suis vraiment désolé. Je sais, papa, j'ai répondu, et cette fois les mots n'étaient pas juste une reconnaissance. C'était une acceptation. C'était le pardon. J'ai posé la main sur son épaule, un geste que je n'avais pas fait depuis plus d'une décennie, et nous avons fini la danse dans un silence partagé et confortable. Ce n'était pas une solution magique. 30 ans de blessures, d'habitudes enracinées et de douleurs profondes ne se défont pas en une chanson de 3 minutes. Mais c'était un début. C'était un pont en construction, planche par planche, au-dessus d'un abîme que j'avais un jour cru infranchissable. Après la danse, j'avais besoin de respirer. Je suis allé à la table des cadeaux, soi-disant pour voir les cartes, mais en réalité juste pour m'ancrer. Mes yeux sont allés directement à un grand bouquet extravagant de lys blanc et de roses rouges profonds, il se démarquait parmi les boîtes emballées et les enveloppes. Il y avait une petite carte blanche simple enfoncée entre les fleurs. Je savais qui était l'expéditeur avant même d'ouvrir. La carte était écrite avec l'écriture négligée et presque illisible de Michael. Elle disait simplement. Félicitations, James. Pardon. Je suis resté là pendant ce qui a semblé longtemps, tenant ce petit morceau de papier. Il n'était pas venu. Il n'avait pas appelé. Il ne m'avait pas affronté. Mais il avait envoyé ça. Ce n'était pas des excuses complètes. Ce n'était pas une explication. C'était un drapeau blanc solitaire, venant d'un champ de bataille qu'il avait lui-même brûlé. Une partie de moi, la partie blessée, encore en colère, continuait à bouillir. Les mots du message vocal résonnaient encore, laids et distants, au fond de mon esprit. Le souvenir de son visage, déformé de rage à la table du dîner, était encore vif. Mais, en regardant les fleurs, cette demande d'excuse simple, en 2 mots seulement, j'ai aussi ressenti autre chose. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. C'était de la compassion. C'était une tristesse profonde, douloureuse, pour le frère avec qui j'avais joué dans le bac à sable. Pour le frère que j'avais un jour admiré. Et pour l'homme amer et furieux qu'il était devenu. J'ai réalisé alors que ma victoire ce jour-là n'avait pas à voir avec sa défaite. Ce n'était pas à propos de le faire payer ou faire payer mon père pour leurs erreurs. Ma victoire était le mariage lui-même. C'était les vœux que j'avais faits à Emma sous le soleil d'hiver. C'était la joie sur le visage de nos amis et familles. C'était la danse maladroite, mais guérissante, que j'avais eue avec mon père. J'avais gagné en refusant de jouer à leur jeu toxique. J'avais établi une limite. Une ligne ferme, douloureuse, indéniable. Et j'avais dit, ça ne passe pas d'ici. J'étais entièrement préparé à perdre ma famille à cause de ça. Mais, au lieu de cela, cette limite était devenue la seule chose qui leur donnait une chance de retrouver le chemin du retour. Cela a donné à mon père une raison d'affronter sa propre mortalité. Et, à ce qu'il semblait, cela avait laissé mon frère si seul face à ses propres actions qu'il n'avait pas eu d'autre choix que d'envoyer ce geste fragile, insuffisant, mais réel de paix. J'ai pris la carte, lu les 2 mots une fois de plus, pardon, et les soigneusement rangés dans la poche intérieure de mon veston, juste contre ma poitrine. Ce bouquet était un point d'interrogation. Un symbole d'un futur pas encore écrit, encore incertain. Mais, pour la première fois, il semblait un futur avec une possibilité de guérison, pas seulement pour moi, mais pour nous tous. Et cette nuit-là, sous les lumières scintillantes de mon propre mariage, entouré d'amour. C'était plus que suffisant. Le reste de la réception s'est passé dans un flou de joie pure, sincère. Le nuage lourd du drame familial, qui planait sur tout le processus de fiançailles, s'était finalement dissipé, laissant derrière un air léger et clair de résolution. J'ai dansé avec Emma jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal. J'ai partagé une étreinte émue avec tante Patricia, qui a tenu mon visage entre ses mains et a dit. Je savais que tu avais ça en toi,
James. Je l'ai toujours su. J'ai même eu une brève conversation chaleureuse avec mon père avant qu'il parte. C'était simple, juste une poignée de main qui s'est transformée en une étreinte maladroite, mais sincère. Une promesse silencieuse de plus de conversations dans le futur, d'un nouveau chapitre attendant d'être écrit. Ce jour-là n'était pas seulement à propos d'un mariage. C'était à propos d'une revendication. J'ai revendiqué ma propre histoire. Mon propre bonheur. Des mains de ceux qui ont essayé de le tenir en otage. Quelques jours plus tard, Emma et moi étions à un monde de distance dans notre lune de miel sur l'île luxuriante et belle de Kauai. Nous étions assis sur la véranda de notre chambre d'hôtel, regardant le bleu profond et impossible de l'océan Pacifique. L'air était chaud et humide, imprégné de l'odeur douce et enivrante de sel et de plumeria. Et l'anxiété constante, qui avait été ma compagne indésirable pendant des mois, avait disparu, remplacée par une paix profonde, aussi vaste que la mer devant moi. « À quoi tu penses » Emma a demandé, posant sa tête sur mon épaule. Ses cheveux sentaient la noix de coco et le soleil. « Ah, comme nous avons dû nous battre pour arriver ici, j'ai répondu, regardant l'horizon où le bleu du ciel rencontrait le bleu de l'eau. Il y a un mois, je pensais sincèrement que tout allait s'effondrer. Je pensais que je pourrais te perdre. Tu n'aurais jamais pu me perdre, dit-elle doucement, avec fermeté. Mais nous risquions de nous perdre dans le chaos qu'il créait. Et tu n'as pas laissé ça arriver. Elle avait raison. J'avais tenu la ligne. Et c'était la chose la plus difficile et effrayante que j'ai jamais faite. Nous avons passé la semaine suivante dans une bulle ensoleillée et heureuse. Nous avons marché à travers des vallées vers émeraude jusqu'à trouver des cascades cachées, avec la boue faisant du bruit sous nos bottes. Nous avons pris des cours de surf et avons passé plus de temps à tomber de la planche et à rire qu'à vraiment attraper des vagues. Nous avons mangé de la nourriture incroyable dans des stands de route, crevettes à l'ail servies dans un camion, ananas fraises absurdement sucrés. Nous n'avons pas parlé de ma famille. Nous n'en avions pas besoin. Pendant 7 jours parfaits, nous étions juste James et Emma. Un couple nouvellement marié, heureux et normal. C'était un aperçu de la vie pour laquelle je me battais. Une vie définie par notre propre joie, pas par le drame des autres. Notre dernier jour, pendant que nous emballions nos affaires avec une certaine réticence. Mon téléphone, qui avait passé la semaine presque en silence, a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Mon premier instinct fut un sursaut, un réflexe résiduel de combat ou de fuite des derniers mois. Mon estomac s'est contracté. J'ai ouvert le message avec prudence. Le message avait 5 mots. 5 mots qui ont tout changé encore. Quand tu reviens, café. Je suis resté à regarder l'écran, le cœur faisant un petit bond confus dans ma poitrine. Michael. Ce n'étaient pas des excuses. Pas vraiment. Ce n'était pas une explication. C'était une question. Une invitation. Un petit et fragile pas hors du silence dans lequel il s'était caché depuis le mariage. C'était si différent de ses déclarations dramatiques habituelles, ou de ses attaques venimeuses et pleines d'injures, que ça semblait étrange. Ça semblait réel. J'ai montré le téléphone à Emma. Elle a lu, les yeux s'élargissant. Un sourire lent s'est formé sur son visage. « Ouah, dit-elle, la voix douce de surprise. C'est un début. Un vrai début. C'est. » J'ai répondu, encore en train de traiter. C'est ça. Je ne savais pas comment répondre. 1000 pensées et émotions conflictuelles ont traversé ma tête. Devrais-je ignorer? Devrais-je le faire s'efforcer, exiger de vraies excuses d'abord? Ou simplement accepter et tendre la main en retour, prendre la branche d'olivier qu'il offrait timidement? Après tout ce qui s'était passé, après les mensonges et la manipulation, je ne pouvais pas me permettre d'être naïf. L'espoir était quelque chose de dangereux quand il s'agissait de mon frère. Plus tard cet après-midi-là, pendant que nous attendions à la porte d'embarquement de l'aéroport de Liu pour notre vol de retour, entouré par le chaos joyeux des touristes, j'ai décidé que j'avais besoin de conseils. J'ai appelé la seule personne en qui j'avais confiance pour me donner une perspective honnête et sage. Allô? Tante Patricia. C'est James. Chérie. Comment était la lune de miel? Tu as bronzé? Ne me dis pas que tu as passé tout le voyage enfermé dans ta chambre. Sa voix joyeuse résonnait dans le téléphone, un son réconfortant de normalité. C'était parfait, Jerry. Et oui, j'ai bronzé. Mais quelque chose s'est passé. Et j'ai besoin de ton opinion. Je lui ai raconté le message inattendu de Michael. Il y a eu une longue pause de l'autre côté de la ligne. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans son esprit. Eh bien, regardez ça, dit-elle finalement, avec un ton de véritable étonnement dans la voix. Je pense que les miracles arrivent vraiment, après tout. Mais, est-ce que c'est réel? J'ai demandé, touchant à la question qui ne sortait pas de ma tête. Est-ce qu'on peut faire confiance? Après ce message vocal, après qu'il ait essayé de retourner toute la famille contre moi,
je ne sais simplement pas si c'est juste un autre de ces jeux. C'est une question juste, dit-elle, et le ton est devenu plus sérieux. Et normalement, je te dirais d'être très, très prudent. Mais il y a quelque chose qui pourrait t'aider à décider. C'est la coïncidence la plus étrange. J'étais au supermarché hier, ici même en ville, dans l'allée des fruits et légumes et j'ai littéralement heurté le chariot de Linda. Linda. La première femme de Michael. Un fantôme d'un passé que j'avais essayé d'oublier. Ça faisait des années que je n'avais pas entendu ce nom. Je n'y crois pas, j'ai dit, me redressant dans ma chaise inconfortable de l'aéroport. Crois-le, a continué tante Patricia, et je pouvais entendre l'excitation dans sa voix. Nous sommes restés là à bavarder pendant environ 20 minutes. Nous avons commencé à parler de la vie, à nous mettre à jour. Je lui ai dit que toi et Emma aviez eu un beau mariage, et à quel point j'étais fier de toi. Et puis elle m'a dit quelque chose d'incroyable, James, quelque chose qui pourrait expliquer ce message. Mon estomac s'est contracté mais cette fois, c'était d'anticipation, pas de peur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que Michael l'avait appelée, complètement de nulle part, il y a environ un mois, juste après toute la confusion avec les invitations du mariage. Qu'est-ce qu'il voulait? J'ai demandé, retenant ma respiration. Il voulait s'excuser, dit tante Patricia, la voix pleine d'étonnement. Il s'est excusé pour tout, James. Pour la façon dont il l'avait traité pendant le mariage, pour avoir été égoïste. Pour n'avoir jamais été un vrai partenaire, pour la faire se sentir petite. Il a dit qu'il regrettait l'homme qu'il avait été. Il n'a pas donné d'excuses. Il a simplement assumé. Je suis resté sans voix. C'était un côté de mon frère que je n'avais jamais vu. Je n'avais même jamais imaginé qu'il existait. Le Michael que je connaissais ne s'excusait pas. Il blâmait. Mais ce n'est même pas la partie la plus surprenante, dit tante Patricia, la voix maintenant plus basse, plus sérieuse. Linda a dit que la raison pour laquelle il avait appelé, c'est qu'il avait commencé une thérapie. Avec un professionnel. Il a dit à Linda que tout ce qui s'est passé avec toi et avec le mariage l'avait fait toucher le fond. Il a regardé autour de lui et s'est rendu compte qu'il n'avait personne. Il a finalement compris qu'il était le dénominateur commun dans toutes ses relations ratées. Il lui a dit qu'il savait qu'il avait beaucoup de problèmes à résoudre et qu'il ne pouvait plus le faire seul. Il cherchait de l'aide, James. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté soudaine et impressionnante. Le message texte n'avait pas été une impulsion aléatoire. Ce n'était pas un truc, ni une manipulation. C'était la première action timide d'un homme qui essayait vraiment de changer. La limite que j'avais imposée, le fond qu'il devait avoir atteint quand il s'est retrouvé seul avec son comportement toxique et avec un frère qu'il avait désavoué, avait été le catalyseur. Cela l'avait forcé à se regarder dans le miroir et, pour la première fois de sa vie, il n'avait pas aimé ce qu'il voyait. James? Chérie? Tu es encore là? Oui, j'ai répondu, la voix chargée d'une émotion que je n'arrivais même pas à identifier. Je suis là. Un sentiment d'espoir, plus pur et plus puissant que tout ce que j'avais jamais ressenti auparavant, a fleuri dans ma poitrine. Ce n'était pas l'espoir naïf et enfantin que tout serait parfait du jour au lendemain. C'était un espoir mature, réaliste. L'espoir que le frère que j'avais perdu il y a tant d'années, celui avec qui je construisais des forts dans le salon, pourrait peut-être un jour trouver le chemin du retour. J'ai regardé Emma, qui m'observait. Son expression était pleine d'amour et de soutien inébranlable. Je savais ce que je devais faire. J'ai pris mon téléphone et tapé une réponse simple à mon frère. Oui, Mike. J'aimerais ça. Assis dans cette chaise d'aéroport inconfortable et générique, attendant de rentrer chez moi, j'ai senti la dernière pièce de mon histoire personnelle se mettre en place. J'ai regardé par l'énorme fenêtre du terminal les avions qui décollaient et atterrissaient, chacun un vaisseau argenté plein d'histoires, d'adieux et de retrouvailles, chacun avec sa propre trajectoire. Pour la première fois, j'ai senti que j'étais vraiment aux commandes de la mienne. Je ne faisais plus que réagir à la turbulence créée par d'autres personnes. Je pilotais ma propre vie. Toute ma vie, j'avais vécu avec une supposition fausse et destructrice. Je croyais que, pour garder ma famille, je devais céder. Je devais me contorsionner jusqu'à m'adapter à la forme qu'ils attendaient. Je pensais que je devais compromettre mes propres besoins, mon bonheur, mon temps, pour accommoder la force gravitationnelle des attentes de mon père et les drames autodestructeurs et sans fin de mon frère. Je pensais qu'établir une limite était un acte d'agression. Une déclaration de guerre qui me condamnerait inévitablement à un exil permanent et solitaire. Mais j'avais profondément tort. La limite que j'avais établie n'était pas un mur pour les garder à distance pour toujours. C'était une fondation que je construisais pour moi-même. Une déclaration claire et ferme, pas de haine, mais d'estime de soi. C'était moi, finalement, après 30 ans, me regardant dans le miroir et disant. Ma paix importe. Mon mariage importe. Mon avenir importe. Mon bonheur n'est pas négociable. Et,
Paradoxalement, cet acte unique, celui que mon père avait une fois appelé égoïsme, était la seule chose qui pouvait nous sauver. Cela a provoqué une crise, oui. Mais c'était une crise nécessaire. Une démolition contrôlée d'une structure qui était déjà pourrie jusqu'au cœur. Cela a forcé mon père, confronté si directement à sa propre mortalité, à réévaluer toute sa vie, ses relations, son héritage. Cela a forcé mon frère, privé de son plus grand facilitateur et complètement seul dans l'écho de sa propre amertume, à finalement chercher l'aide professionnelle dont il avait besoin depuis des années. Je ne les ai pas réparés. Emma ne les a pas réparés. Ils ont été forcés, par les conséquences de leurs propres actions, à commencer le long et difficile processus de se réparer eux-mêmes. Mon mariage n'était pas ce qui a cassé ma famille. Mon mariage était le test de pression qui a révélé les fissures profondes qui étaient déjà là. Et mon refus de laisser mon avenir s'effondrer sous cette pression était ce qui nous donnait une chance de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain, sur une base plus honnête et stable. Le chemin à venir ne serait ni simple, ni droit. Il y aurait des conversations difficiles. Il y aurait des moments de méfiance. Il y aurait des années de comportements toxiques appris à désapprendre de tous les côtés. Ce premier café avec Michael n'effacerait pas magiquement le passé. Mais ce serait un point de départ. Une possibilité. Une seule porte s'ouvrant dans un couloir long et sombre. Quand notre vol a été appelé par le haut-parleur, je me suis levé et j'ai pris la main d'Emma, entrelaçant mes doigts aux siens. Sa main dans la mienne était ce que j'appelais chez moi. Nous avons marché vers la porte d'embarquement, prêts à retourner à notre vie. L'avenir n'était plus un territoire effrayant et inconnu que je devais traverser en évitant les mines émotionnelles de ma famille. C'était une page blanche. Et, pour la première fois, je me sentais prêt à écrire ma propre histoire avec amour, avec espoir et avec la force silencieuse et inébranlable d'un homme qui savait finalement sa propre valeur. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a touché d'une façon ou d'une autre. C'est un rappel que, parfois, les choix les plus difficiles que nous faisons, les limites que nous nous battons pour défendre, mènent aux formes les plus inattendues et belles de guérison. Avez-vous déjà eu besoin d'établir une limite difficile dans votre propre vie pour protéger votre paix? Quel a été le résultat?